Alors, dans ce troisième épisode consacré à l'Antiquité, eh bien, on va parler de la chute de Rome. Rome a été une très grande puissance qui a décliné après avoir connu son apogée et puis s'est effondrée. Mais cet effondrement ne s'est pas fait de manière subite, mais plutôt de façon progressive. Et cela nous invite à réfléchir donc à la nature même de la liberté, à son évolution et à sa possible disparition. Nous évoquerons donc les différents facteurs à la fois philosophiques, politiques et économiques qui ont contribué à la fin de l'Empire romain. L'effondrement de l'Empire donc n'a pas été un événement soudain. Contrairement à la croyance populaire, l'Empire romain ne s'est pas effondré sous le poids des invasions barbares, mais au contraire sa chute a été progressive, résultant d'une combinaison de facteurs qui ont sapé ses fondements. L'impérialisme, avec son expansion constante, a fini par épuiser ses ressources et a créé un système économique fragile. En effet, le système économique était fondé sur sur le pillage des ressources, sur la prédation, et non pas du tout sur la création de richesses. Et à un moment donné, l'expansion a dû s'arrêter, elle a touché ses limites, et par conséquent, les dépenses, elles, n'ont pas diminué et ne se sont pas arrêtées, elles ont augmenté, notamment à cause de la nécessité justement de garder les frontières de l'Empire avec de nombreux soldats. Donc l'armée a été une source de dépenses qui n'a fait qu'augmenter avec le temps. On est donc face à une espèce d'impasse, hein, une contradiction, une impasse, hein, puisque les ressources s'épuisent et les dépenses augmentent. Alors l'analyse de Montesquieu, elle est très pertinente, même si elle demeure purement politique, elle n'entre pas dans le détail économique. Montesquieu voit très bien qu'il y a deux grandes périodes à distinguer. La première, c'est celle de la République romaine et de l'essor de la liberté. La République romaine est marquée par une forte participation citoyenne et des institutions démocratiques, et c'est une période où Rome a connu une grande prospérité et en même temps une expansion. Mais s'ensuit une deuxième période qui est celle de l'Empire. Donc Montesquieu a décrit cela dans ses considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Et en effet, il attribue cette décadence à l'ascension de l'Empire qui entraîne une concentration du pouvoir entre les mains des empereurs, étouffant à la fois la liberté individuelle et la participation citoyenne. Les citoyens perdent confiance dans leurs dirigeants, qu'ils voient comme principalement corrompus. Alors, ceci nous amène à la question économique. Quel était le modèle économique de Rome? Eh bien, c'est un modèle économique parasite. L'Empire romain, pardon, a été un système économique parasite qui dépendait du pillage, de l'esclavage et de l'exploitation des provinces conquises. Mais avec le déclin des conquêtes, donc le déclin des pillages, euh, s'ensuit un besoin croissant de recettes fiscales pour financer l'administration et l'armée. Donc on a une bureaucratie qui est exponentielle et ainsi également des besoins militaires pour garder les frontières de l'Empire. Donc une augmentation des dépenses. Dans le même temps, l'augmentation des impôts va appauvrir la population et contribuer à la création d'un fossé grandissant entre les élites et le peuple. Et là, ne pouvant plus augmenter les impôts, eh bien, les empereurs vont avoir recours à la création monétaire, c'est-à-dire à un procédé de contrefaçon pour augmenter artificiellement la masse monétaire. On va en parler, mais avant cela, il faut évoquer également une stratégie qui a été mise en place pour détourner l'attention des citoyens de ces difficultés. C'est la fameuse formule du pain et des jeux. Alors, vers 140 après Jésus-Christ, l'historien romain Conto écrivait ceci: La société romaine est préoccupée principalement par deux choses, ses ressources alimentaires et ses spectacles. Alors, la distribution de nourriture, en effet, l'Empire romain offrait du pain, mais pas seulement du pain, du blé, du porc et de l'huile d'olive à la population afin d'apaiser les tensions sociales et de contrôler les masses. Puis, des spectacles gratuits, des jeux de gladiateurs, des courses de chars, des représentations théâtrales étaient organisés pour distraire la population et lui faire oublier les problèmes économiques. Donc on voit qu'il s'agissait effectivement d'une stratégie politique pour apaiser les tensions, pour détourner l'attention des problèmes économiques et pour renforcer le pouvoir des empereurs.
Le pouvoir impérial utilisait ces distributions de nourriture et ces spectacles gratuits pour maintenir son contrôle sur la population. Alors, comme nous l'avons évoqué précédemment à propos du modèle économique, la bureaucratie ayant atteint de telles proportions, eh bien, les empereurs ont dû recourir à une technique bien connue qui est celle de la dévaluation. En fait, il s'agit tout simplement d'augmenter artificiellement la masse monétaire, car les impôts ne suffisent plus à fournir de quoi payer les dépenses. Donc, le denarius, qui est la monnaie de l'Empire romain, va subir une dévaluation en passant de 100% d'argent à 0,5% d'argent en quelques années. Alors, donc Néron avait déjà commencé au 1er siècle à émettre de plus en plus de monnaie, justement en réduisant la quantité d'argent dans chaque pièce. Mais à partir donc du IIIe siècle après Jésus-Christ, il y a une sorte d'hyperinflation monétaire qui va conduire à faire grimper les prix et à détruire complètement la confiance des gens dans la monnaie. Alors pas seulement dans la monnaie, mais également dans le système politique. L'hyperinflation a entraîné une instabilité économique qui a sapé les bases de l'Empire romain. Alors cette instabilité, elle va se traduire aussi par le contrôle des prix, qu'on appelle aussi le blocage des prix, qui est un exemple classique d'interventionnisme du pouvoir dans l'économie. L'empereur Dioclétien a tenté de contrôler les prix par l'édit du maximum, qui est une loi qui plafonnait les prix des biens et des services sous peine de mort. Cet édit du maximum a été un échec cuisant, car il entraînait en fait une pénurie des biens. Et l'économiste Ludwig von Mises l'a parfaitement analysé et décrit de la manière suivante. L'empereur romain Dioclétien est bien connu pour avoir été le dernier empereur romain qui ait persécuté les chrétiens. Les empereurs romains dans la seconde partie du IIIe siècle ne disposaient que d'une seule méthode financière qui était de falsifier la monnaie. Dans ces âges primitifs, avant l'intervention de la presse à imprimer, l'inflation était elle-même primitive, pour ainsi dire. Elle comportait une fraude au niveau de la frappe des pièces, en particulier de l'argent, jusqu'à ce que la couleur de l'alliage en soit changée et le poids considérablement réduit. Le résultat de cet avilissement des monnaies, joint à l'augmentation corrélative de la circulation, fut une hausse des prix suivie par un édit de contrôle des prix. Et les empereurs romains n'y allaient pas de main morte pour faire appliquer les lois. Ils ne considéraient pas que la mort fût une peine trop lourde pour un homme qui avait demandé un prix trop élevé. Ils firent respecter le contrôle des prix, mais en conséquence, ils firent crouler la société. Cela finit par la désintégration de l'Empire romain et celle aussi de la division du travail. Donc la manipulation d'abord de la monnaie, puis des prix, a été une des causes essentielles, fondamentales selon Mises, de l'effondrement de l'Empire romain, parce que tout cela a entraîné la pénurie et finalement la famine, la misère la plus horrible. Alors, bien sûr, les barbares en ont profité pour justement envahir l'Empire, puisque les soldats n'étaient plus payés, il n'y avait plus de quoi en fait manger. Et donc tout le monde a fini par s'enfuir. Et c'est le début du Moyen Âge. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est là que commence le Moyen Âge, c'est-à-dire à partir du moment où les gens fuient les villes et vont s'installer dans les campagnes et vont se mettre sous la protection soit d'un soldat, soit de quelqu'un qui a des terres et qui deviendra finalement le seigneur. Alors, pour résumer et pour conclure, on peut dire donc que la chute de l'Empire romain, ça a été finalement la perte progressive de la liberté. On est passé de la République à l'Empire. Les Romains à l'époque de la République étaient libres et responsables de leur propre bien-être. Puis sous l'Empire, les citoyens ont préféré les privilèges et la redistribution au travail et à la liberté. Le dirigisme économique et social de l'Empire romain a contribué à son effondrement. Et dans cette perspective, il est possible, d'un point de vue philosophique, on pourrait dire, il est possible de parler d'une forme de socialisme impérial et donc d'un passage du libéralisme au socialisme pour expliquer l'effondrement et la chute de l'Empire romain. Alors, bien entendu, ces notions de libéralisme et de socialisme n'existaient pas à l'époque. Il n'y avait pas de théorie économique. Mais on peut rétrospectivement aujourd'hui parler de libéralisme et de socialisme si on entend
par là des réalités politiques et économiques. Si l'on définit ces réalités de la manière suivante, qu'est-ce que le libéralisme? Eh bien, c'est la confiance dans l'action des individus et le marché libre, produisant un ordre spontané. Cet ordre spontané est juste, puisqu'il est le produit des interactions volontaires par le libre jeu du marché et le respect des droits individuels. Qu'est-ce que le socialisme? Eh bien, c'est l'organisation par l'État de la société au moyen de la planification de l'économie, de la production et de la consommation. Ce dirigisme centralisé entraîne la collectivisation et la restriction de la propriété privée. Donc, conclusion, ces notions de libéralisme et de socialisme peuvent être ici utilisées car elles désignent des notions structurelles. Elles s'intéressent à des pratiques réelles des gouvernements et à leurs conséquences. Donc, on n'est pas ici en train de dire que le socialisme est né sous l'Empire romain, mais on est en train simplement de montrer que la pratique de la centralisation, de la planification centralisée, qui caractérise aujourd'hui le socialisme, eh bien, cette pratique a existé sous l'Empire romain et elle a été certainement une des causes de son effondrement.